Marc Ferraro, donc je suis enseignant actuellement de Systema, mais j'ai pratiqué pas mal d'arts martiaux depuis que je suis gamin en fait, pour lesquels dans plusieurs je suis gradé et j'ai les diplômes aussi pour enseigner. Marc Ferraro débute la pratique des arts martiaux en 1983 par le Shotokan Karate-Do, puis le judo vers 13 ans, pour ensuite faire une rencontre décisive, celle des arts martiaux vietnamiens, tels que le Viet Vu Dao, où il s'investira de nombreuses années avant de partir à la rencontre du Systema, directement en Russie. C'est pour lui une révélation et il devient alors instructeur et fonde le Systema Valence. Lors de son parcours martial, Marc rencontre différents maîtres et sensei tels que Hatsumi Masaaki, Yukio Noguchi, Kawakami Shinichi, Masato Matsuura, Serge Nguyen, Michael Ryabkyo, Jean-Paul Bindel, Laurent Boucher et bien d'autres, ce qui l'amènera à pratiquer différents styles tels que le ninjutsu, la capoeira, le kyushojutsu, le shiatsu. Découvrez le parcours de ce pratiquant. Quand j'ai commencé, j'étais tout gamin, j'avais 7 ans. C'était inévitablement, c'était la grande période Bruce Lee, comme beaucoup. J'ai commencé par du karaté Shotokan. Donc, de toute façon, à l'époque, quand j'étais gamin, il n'y avait pas forcément grand-chose. C'était karaté ou judo. Alors, un petit peu d'aïkido, mais c'était... Voilà, la plupart personne ne connaissait rien d'autre que karaté ou judo. Donc, j'ai commencé par ça, j'en ai fait un petit peu. Parce que c'est vrai qu'à 7 ans, c'est plus du sport, de la découverte, on bouge un petit peu. Voilà, c'était mon premier pas dedans. Après, j'ai repris plus tard, on va dire, parce que j'ai fait des différents sports, j'ai essayé pas mal de choses quand j'étais gosse. Et c'est vers 13 ans, je me suis mis au judo. Donc là, j'y suis resté un petit peu plus longtemps, j'ai fait 3 ans de judo. Et pareil, c'était plus le côté sport. On bouge, on apprend des prises, on fait des machins, ce que d'ailleurs, c'était très très bien, parce que ça m'a fait prendre beaucoup de physique à l'époque. Et je remercie le judo pour ça, parce que c'était voilà, le physique, aussi le respect de certaines règles quand même qui sont importantes, qui sont communes à tous les budos, j'allais dire, et qui sont des principes, je pense, éducatifs intéressants. Donc c'était une très bonne chose. Et suite à ça, j'ai, on va dire, via le karaté Bushido, que je suivais comme beaucoup de gosses à l'époque, je voyais des offres de stage. Moi, à cette époque-là, quand j'étais gamin, mon plaisir, je commençais quand même à être très attiré par ça, le judo, les arts martiaux, etc. Bien que j'avais pas encore pris vraiment goût au martial, quoi. Et j'avais vu des pubs pour les stages avec de ninjutsu. Donc moi, plutôt que m'acheter une mobilette ou n'importe quoi, je voulais faire ça. Voilà, j'avais un petit peu de sous de côté, j'avais bossé, voilà, j'ai voulu faire ça. Donc j'ai commencé, le premier stage que j'ai fait, c'était avec André Chadet. C'était des stages, à l'époque c'était des stages qui étaient plus gros que maintenant, c'était des semaines complètes où c'était toute la journée pendant plusieurs semaines, et ça m'avait beaucoup plu. Et donc j'avais fait un été, j'avais fait un stage de, je sais même plus combien c'était avec Chadet, je sais plus si c'était 10-15 jours. Je sais plus exactement, mais bref, c'était génial, ça m'avait vachement plu. Puis j'aimais bien son côté, il était très impliqué dans ce qu'il faisait. Alors c'était, avec le recul, pas tout à fait du nin, parce qu'il avait un autre background de Chadet qui faisait qu'il faisait un petit peu autre chose. Mais par contre, il avait une vraie implication martiale, et ce côté, on rentre dedans, quoi. On rentre dedans, qui me plaisait beaucoup parce que j'étais très young à l'époque et j'en avais besoin. Et en fait, parallèlement, donc j'ai voulu continuer. Il y avait un autre stage qui était proposé par Bernard Bordas, que je ne connaissais pas à l'époque, et donc j'ai été faire un stage chez lui. Donc c'était dans une ferme ninja qui était à Coutras, un petit peu au-dessus du nord de Bordeaux. Et là, c'était pareil, c'était des stages 10 heures par jour pendant 3 semaines, hyper intensif, tout ça et tout. Et c'était passionnant parce qu'on faisait pas que du martial, enfin si en fait en même temps, mais on faisait, donc on s'entraînait toute la journée. Quand on faisait des temps de pause, on faisait de la psychologie, de la stratégie, tout d'autres côtés aussi du nin qui était hyper intéressant. Et puis ça m'avait passionné, je me suis dit ouais, c'est ça que je veux faire, quoi, c'était top. Et en même temps, il y avait aussi ce côté dur que j'aimais bien et qui était un petit peu valorisant, où on commençait le stage, on était une quinzaine de bonhommes, à la fin on était 3, parce que les cours on les prenait, puis on mangeait diététique hyper sévère, les gens ils voyaient ça, ils voulaient pas rester, ils se barraient. Mais moi je trouvais ça valorisant justement d'être dans ceux qui aillent jusqu'au bout, et puis je trouvais ça passionnant. Et le problème c'est qu'il y avait la distance, l'argent, tout ça, etc.
Donc j'ai un petit peu, j'ai perdu de vue Bernard à ce moment-là, et j'ai eu l'occasion de rentrer, là j'avais 19 ans, de découvrir les arts martiaux vietnamiens. Donc les arts martiaux vietnamiens, j'ai commencé par le Viet Vo parce qu'il y a plusieurs styles et j'ai pratiqué plusieurs styles. Et j'y ai trouvé une partie des choses que j'avais trouvées au Nin, c'est-à-dire qu'aussi les armes, parce que j'adorais aussi travailler les armes, et des mouvements qui étaient un petit peu moins cassants, encore que ce style-là il était aussi très yang, que ce que j'avais pu voir par exemple en karaté. Et ça me plaisait. Je retrouvais une partie des choses que j'avais vues avec Bernard. Je me suis dit, dans le coin il y a ça, je vais faire ça. Et j'étais passionné, quoi. J'arrêtais pas. Mes katas, j'avais une petite chambre d'étudiant, j'ouvrais les placards pour pouvoir tendre ma jambe en entier dedans. Enfin bon, comme plein de passionnés on peut le faire. Et donc j'ai fait ça pendant 6 ans. Et puis après, je me suis orienté dans un autre style qui était le Viet Vo Dao Tan Long, dont le maître est à Valence, maître Serge Nguyen, que je salue au passage. Et là, pour le coup, je suis resté plus de 20 ans. Parce que c'est pareil, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai eu un lien très très proche aussi avec ce maître-là. Puis toute la famille Nguyen, parce que j'ai travaillé un petit peu avec tout le monde, que ce soit les 2 fils ou Marie-Céline, qui avaient chacun, on va dire, un petit peu leur particularité dans leur art, et qui chacun m'ont apporté des choses. Donc pour élargir un petit peu. Donc Marie-Céline, elle était hyper pointue sur les QN, les QN c'est les katas en vietnamien, une véritable orfèvre. C'était juste du micro-poil, il y a des spécificités en Viet Vo Dao, on ne se déplace jamais sans être protégé, sans avoir les axes protégés, etc. Tous les déplacements, tous les gestes ont un sens, il n'y a jamais rien qui est fait pour rien, comme dans beaucoup d'arts, hein, mais en tout cas là, le fait d'être à la source, j'ai vraiment goûter à ça, et elle, c'était son truc. Après, les fils, ils étaient plus axés combat, et c'est vrai que moi j'ai toujours beaucoup aimé le combat, et j'ai beaucoup aimé travailler ça avec eux. Et maître Serge, lui, il a un feeling, un regard, un toucher, qui quelque part d'ailleurs, par rapport à ma pratique d'aujourd'hui, il y a beaucoup de rapprochements aussi, parce qu'il y avait déjà, dans ce que j'aimais travailler avec lui, ce que j'ai aimé trouver après au système. Donc il y avait des liens déjà. Voilà, après, tout au long de cette période, via les médias, Facebook, etc., je suis re-rentré en contact avec Bernard. Donc on a pas mal échangé, on s'est rappelé des souvenirs, etc. Puis voilà, on a resympathisé, on a vu qu'on avait pas mal de visions communes sur l'art martial en général. Et j'ai recommencé à faire des stages avec lui, etc. Puis là, il m'a proposé, il m'a dit, voilà, je retourne au Japon, tu veux venir avec moi, banco. Je sais pas encore comment je vais faire au niveau finance, au niveau tout, mais je viens. Voilà, je profite de l'opportunité. Et donc j'ai pu goûter au Nin directement à la source, hein, pareil, et travailler avec les principaux d'Aishihan qui avaient là-bas, donc et avec Atsumi Sensei, et avec Shirashi Sensei qui m'a fait l'honneur de me grader à la fin de mon séjour là-bas, avec Noguchi Sensei que j'ai adoré, j'adore sa personnalité, j'adore son style, pareil, il est très percutant aussi, et j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment ces trois-là principalement avec qui j'ai travaillé. Après j'ai eu des cours un peu avec un ou l'autre, mais c'était un cours, donc ça m'a moins marqué, on va dire. Mais voilà, puis après, Bernard était déjà dans sa période où il commençait à osciller vers le système. Puis il m'a dit, oui, j'étais en Russie, tu vois, c'est génial et tout. Et puis j'avais déjà vu des vidéos de Vladimir Vassiliev. Et puis je me dis, ah ouais, mais c'est génial, c'est comme ça que je veux bouger, c'est ce que je veux faire et tout. Mais j'avais vu des vidéos de Ryabko et ça m'avait moins touché parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas forcément. Je disais, mais non, c'est pas possible, on peut pas faire ça, ça marche pas. J'avais pas le même regard. Puis Bernard, il m'avait dit, si, viens, tu vas voir, viens en Russie, essaye et tu vas voir. Et bon, je dis, pourquoi pas, hein, c'est une expérience. Et effectivement, là, j'ai rencontré, mais que ça soit Ryabko ou même ses instructeurs, avec un niveau exceptionnel. Et puis, ouais, parce que moi, je me laissais pas faire. Hein. Je me souviens d'un instructeur, c'est Vladimir Zekovski, où je fais quand même 90 kilos, plus de 30 ans d'arts martiaux dans les pattes. On commence à jouer un peu au solo 2. Il me balade comme si j'étais un gamin de 5 kilos, et là, il me fait craquer les vertèbres en me disant, voilà, tu vois, si je veux, je te tue. Ah ouais, il a du niveau, le mec. Donc ouais, ça m'a donné envie. Et il y a plein d'autres choses qui m'ont donné envie. On va peut-être aborder ça dans notre question, mais en gros, voilà le parcours en général. Et voilà pourquoi aussi je me suis mis au système et à cette discipline en particulier.
comment la déstabiliser, comment faire tomber quelqu'un. En fait, c'est assez facile. On fait ce mouvement-là. Ça fait un petit peu idiot, j'allais dire entre guillemets, mais dans l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez votre colonne vertébrale et vous avez des articulations. Donc la colonne vertébrale, ça bascule, ça tombe. Tout simplement. À partir du moment où on veut basculer dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil, il perd sa structure, il perd son équilibre. Ça, c'est au niveau de la colonne. Si on le fait au niveau des épaules et du bassin, c'est pareil, il va perdre sa structure. Dans un sens, dans l'autre. Vous pouvez le faire aussi au niveau des genoux. Ici, ici. Vous pouvez le faire au niveau de la pliure des hanches. Vous pouvez le faire au niveau du bras, ici. Ce que j'ai aimé dans les arts martiaux, j'allais dire, ça a été différent au fur et à mesure des âges. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui m'a attiré dans les arts martiaux au départ, c'est que effectivement, j'étais un gamin qui avait des choses à sortir. J'avais des choses. Je voulais rentrer dans la Légion quand j'avais 16 ans. Bon, finalement, j'ai fait que les parachutistes, mais voilà, c'était un petit peu en sortir du village. J'avais besoin de bouger, j'avais besoin de sortir des choses qui étaient très intériorisées, mais qui étaient à l'intérieur et que je voulais pas garder. Et donc, j'ai trouvé ça à la base. Au départ, c'était un petit peu effectivement le côté viril, le côté savoir me battre, etc. Comme je pense beaucoup de jeunes de mon âge à l'époque. Mais après, ça a été autre chose. Ça a été cette discipline qu'on a soi-même, cette capacité, parce que c'est vrai que quand j'étais gamin, j'avais beaucoup de rage intérieure. Et quand ça sortait, ça explosait, c'était pas bon. Et c'était aussi cette manière de canaliser ça, c'est-à-dire aller vers quelque chose de... parce que c'est vrai que cette rage intérieure, des moments, ça m'a fait peur. J'ai vu jusqu'où ça pouvait aller et je voulais pas ça. Et ça m'a permis de canaliser ça, déjà dans un premier temps. Après, ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. C'était un univers fabuleux, le corps humain, les gens, parce que c'est vrai que dans les arts martiaux, il y a une petite famille aussi qui se crée, donc un contact et des relations. Et après, ça a été au fur et à mesure des années, ça a été vraiment la découverte du corps humain, de son fonctionnement. Dernièrement, voilà, avec Monsieur Bindel, Maître Bindel, le Kyushu qui m'a ouvert aussi d'autres choses, les liens avec le Shiatsu, c'est de plus en plus, j'allais dire, je m'oriente sur, et c'est aussi le cas du Systema, vers un certain côté thérapeutique, et par rapport à ce que ça m'apporte à moi, et par rapport à ce que je me rends compte ce que ça peut apporter aux autres. Donc en fait, je suis parti vraiment d'un côté martial pur et dur, où j'ai besoin de savoir me défendre, j'ai des choses à canaliser en moi, vers petit à petit quelque chose qui est beaucoup plus presque thérapeutique, j'allais dire. Et en même temps, maintenant, j'ai presque du mal à répondre à cette question, parce que ça fait tellement partie de ma vie que je vois pas ma vie sans. Le corps a un instinct, il a une mémoire. Le métal, c'est hyper désagréable. C'est anxiogène. Le corps, il a envie de réagir. Et c'est cette réaction qu'on va travailler. C'est-à-dire qu'on sent la poussée. Comment le corps y réagit? Voilà. Comment le corps y réagit? Tranquille, vous soufflez. Voilà. Vous soufflez. Voilà. Donc au départ, ne faites pas autant de variations. On va juste vraiment travailler ça. Donc, un déplacement qui est très important, c'est surtout, on va revenir sur la verticalité et la structure. Tant que vous êtes droit, tant que vous avez votre structure, c'est très facile de bouger. Voilà. Dès que vous vous pliez, dès que vous êtes dans le stress, vous êtes coincé, c'est vachement plus dur de bouger et vous essayez de vous faire toucher. Donc là, vraiment, on va travailler ça. Accepter pour vraiment sentir la sensation du couteau et bouger. Donc piquer à différents niveaux, différentes hauteurs, pour vraiment juste travailler ça. Mais par contre, accepter la sensation du couteau. Après, on va le travailler sans se faire toucher. Mais pour l'instant, je veux vraiment travailler cette sensation. Le fameux Shinjitai, hein, et c'est vrai que on retrouve vraiment ça. Malheureusement, je ne l'ai pas forcément retrouvé partout, tout le temps, mais en fait, au final, chaque art m'a apporté au moins une de ces facettes. Et c'est vrai que
on parlait de principe éducatif au début, même le judo, à la base le judo tel que je le faisais, on va reprendre cet exemple-là, c'était purement physique à ce moment-là. Mais ça m'a permis de me développer, j'étais ado, boum, ça m'a fait prendre du physique et c'était bon. Et je pense qu'effectivement, pour se développer, il faut une certaine discipline aussi, que va apporter les arts martiaux. C'est-à-dire, un gosse, il a besoin de trouver des limites. Il a besoin de trouver des limites. Si on ne lui en donne pas, il va chercher à les pousser. Et ça peut aller dans des choses mauvaises. Et les arts martiaux, je trouve que c'est un bon principe éducatif parce que ça va donner ses limites. Ça va donner un cadre, quel que soit, parce que chacun a des règles différentes. Souvent, ce qui s'y retrouve, c'est le respect. Et c'est un des fondamentaux de la vie, hein, pas que des arts martiaux. Et donc c'est une des premières choses. Après, au niveau de l'esprit, c'est pareil, c'est-à-dire que dans la pratique de la méditation, dans la pratique du lien, soit du lien à l'autre, de la connexion, parce que c'est pareil, Satsumi qui disait je n'ai jamais enseigné autre chose que la connexion en fait. Et c'est pareil, mais en fait on revient tout sur la même chose, c'est un éducatif de vie, que ça soit physique, parce que de toute façon c'est lié. Un pratiquant, s'il a un physique déplorable, il ne va pas être capable de sortir une technique. Il aura beau être super technique, oui, non, parce que bon, effectivement il y en a à 80 ans, ils ont une technique aux petits oignons, une connexion à l'instant présent, à l'autre, qui leur permet d'être pile dans le temps, pile dans l'instant, oui, ils vont réussir à passer quelque chose. Mais on est obligé de passer par du physique, c'est obligé. Et puis en même temps, ça va nous apporter par la santé, parce que vu qu'on a une dégénérescence musculaire à partir de 30 ans, si on ne fait pas du physique, à 40 ans, de toute façon, on ne sera plus capable de bouger. Donc la technique, on pourra toujours essayer de l'apprendre. Donc en fait, voilà, c'est des rails dans lesquels on met des gens et qui vont permettre de se développer justement sur ces 3 points qui sont réellement importants. Et ça m'a apporté dans la vie. Moi, il y a plein de moments de ma vie qui ont été très durs. Et la chose sur laquelle je pouvais toujours m'appuyer, c'était les arts martiaux. C'était c'était la racine, la chose sur laquelle je pouvais puiser quand j'avais un problème pour me ressourcer, pour trouver comment rebondir et comment aller plus loin. Donc ouais, voilà, les arts martiaux, oui, ça apporte tout ça et c'est vraiment vraiment important. C'est aussi ce que j'ai envie d'offrir maintenant en tant qu'enseignant et ce que j'essaie beaucoup d'apprendre à mes élèves, et c'est en ça que j'ai aussi beaucoup aimé le systéma, c'est que ça sert dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que c'est ce que j'ai envie de donner, en fait, de dire aux gens, ok, les arts martiaux, c'est pas donner des coups de poing, des coups de pied. Oui, ça peut aussi être ça. C'est-à-dire qu'effectivement, bah oui, c'est un petit peu une des utilités, entre guillemets, principales. Ça a été fait pour ça. Vous êtes agressé, vous pouvez vous l'utiliser. Mais vous avez très peu de chances de vous faire agresser dans la vie réelle. Par contre, tous les problèmes que vous pouvez gérer par telle technique respiratoire, par la méditation, par tel outil, ça va vous servir tous les jours. Et c'est en ça que c'est vraiment hyper utile. Et puis du coup, on pratique aussi tous les jours, même si on n'est pas à la salle. Bon, moi, je marche, je vais faire des respirations systéma. Je vais être chez moi, je vais faire un coup de pied parce que c'est pas très systéma, mais j'aime bien travailler coup de pied. Parce que tu as toujours envie de pratiquer, toujours. Et en fait, ça met le corps en mouvement, ça met l'esprit en mouvement, ça permet de se détendre, ça permet de faire plein de choses. Et c'est ça qui est essentiel. Tous les exercices qu'on va faire, parce que ça va être récurrent, tout se fait avec la respiration. Donc, premier principe, c'est nez-bouche. Pourquoi nez-bouche? C'est-à-dire qu'on respire par le nez, on souffle par la bouche. On s'est aperçu, dans les études diverses, que par le nez, vous avez, déjà tout le monde le sait, il y a des petits poils qui sont là pour filtrer l'oxygène, les particules, etc. Donc, on va dire purifier un petit peu l'oxygène. Il y a une autre particularité qui va être directement liée à notre principe, que je vous expliquerai un petit peu plus tard, mais il y a des petits capteurs aussi, qui vous permettent de respirer juste la quantité qu'il vous faut d'oxygène, et pas plus. Pourquoi souffler par la bouche? Parce que par la bouche, il y a plus ces freins-là. C'est-à-dire que quand l'activité elle commence à augmenter, il y a beaucoup de CO2 qui se charge dans l'organisme. Et si on souffle par le nez, on ne souffle pas assez vite. Comme on ne souffle pas assez vite, ça crée des tensions dans le corps. Comme on crée des tensions, on crée de la fatigue et diverses choses que je vous expliquerai tout au long du cours. Mais en gros, notre cheval de bataille en systéma, c'est toujours lutter contre les tensions. C'était vraiment un grand événement. Donc déjà, en Viet Vu Dao, ce que j'ai aimé aussi, parce que j'avais besoin de ça à ce moment-là, parce qu'on est jeune, on a besoin de s'auto-évaluer, de se comparer. Et c'est vrai que l'examen, il était très complet.
Donc ça permettait vraiment j'allais dire de s'auto-évaluer, en fait, de prendre confiance aussi. Donc en fait, il y a une partie théorique le matin qui était sur l'anatomie, le vietnamien, les termes en vietnamien, la physiologie, les points vitaux, enfin il y avait beaucoup de choses. Et l'après-midi, il y avait toute une partie pratique où on devait présenter tous les QN de notre niveau, c'est-à-dire que c'était pas juste un qui était piqué au sort, hein, c'est qu'on devait tout, donc il fallait avoir un peu du physique aussi. Il y avait des combats, des maniements armes, il y avait même de l'arbitrage à l'époque, je m'en souviens. Donc c'était très complet, mais entre guillemets, ça donnait un petit peu, enfin ça m'avait donné un petit peu à l'époque aussi une fausse image dans le sens où la ceinture noire, on était déjà un peu arrivé, on va dire. Donc on avait bon avoir on avait tous en tête, non c'est que le début, tout ça et tout, mais voilà, je suis ceinture noire quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque en plus je faisais beaucoup de compétitions, j'avais des très bons résultats, hein, parce que j'ai fini plusieurs années première compétition nationale, hein, donc c'était pas des championnats de France, donc j'ai pas le titre, mais j'avais gagné des compétitions nationales, quoi. Donc voilà, je me sentais confiant quoi. Et j'ai beaucoup vu après à l'usage et au fur et à mesure différentes pratiques que non, c'était vraiment que le début quoi. Et qu'en fait je valais pas tripette, hein, parce qu'il y avait beaucoup dessus, hein, donc c'est bien aussi d'avoir après des gens qui te ramènent un peu les pieds sur terre. J'ai eu la chance énorme de côtoyer des maîtres et des grands maîtres qui m'ont justement faire descendre les pieds sur terre. C'est-à-dire que pour moi, ces gens-là, ils sont tellement à des années-lumière de ma pratique même aujourd'hui, que ça peut que me ramener à l'humilité en fait. C'est-à-dire pour moi, qu'est-ce que c'est un maître? C'est quelqu'un déjà qui va avoir déjà tout simplement une grande maîtrise de sa discipline, évidemment, mais c'est aussi quelqu'un qui va être, on parlait de Shin Jin Tai tout à l'heure, qui va être aussi très avancé sur son évolution spirituelle et même en tant que maître dans sa pédagogie, dans sa façon d'enseigner à l'autre. Donc en fait, maître pour moi, c'est pas juste quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un évidemment qui va maîtriser sa discipline, mais surtout qui va être très avancé sur le reste aussi, l'esprit et l'intellect. Et effectivement, y a des gens qui sont exceptionnels, quoi. La respiration, c'est comme une locomotive, c'est-à-dire que c'est elle qui entraîne le mouvement. C'est-à-dire qu'en fait, pour tout mouvement, il faudrait préparer votre corps en commençant par la respiration. C'est-à-dire qu'avant de faire un exercice physique, typiquement des pompes, il faudrait commencer à faire une respiration adaptée. Comme ça, votre corps sait qu'il va y avoir un exercice physique et ça évite qu'est-ce qui se passe d'habitude? On fait un exercice physique, le corps il se retrouve vite en détresse d'oxygène, le cœur il commence à envoyer du lourd pour compenser. Alors que si vous le préparez par la respiration, votre corps sait qu'il va y avoir un exercice physique, il amène l'oxygène, et donc du coup votre cœur il s'emballe pas. Alors déjà, il n'y a pas le systéma, mais les systémas, parce qu'effectivement il y a plusieurs styles de systéma. Donc c'est vrai que ça commence quand même à passer pas mal en France depuis quelques années, mais c'est encore très peu connu effectivement. Donc moi, celui que je pratique, c'est le systéma Ryabko. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres, hein, Kalachnikov, il y a pas mal de styles. Qu'est-ce que c'est? Donc à la base, ça provient en fait d'un art martial qui était ancien, qui date à peu près du premier millénaire, hein, en Russie, qui est vraiment la racine de cet art. Il y a des choses qui ont été compilées, parce que c'est vrai que c'est beaucoup venu aussi du champ de bataille, hein, militaire. Et il y a des scientifiques russes qui ont petit à petit récupéré un petit peu pas mal de trucs qui marchaient, qui les ont étudiés, décortiqués, et qui ont essayé de les intégrer à ça. Donc à la base, j'allais dire, ça s'est un petit peu synthétisé dans une pratique qui, au début du siècle, s'appelait, du 20e, s'appelait le Samos. Le Samos, qui était, on va dire, une nouvelle base de cet art, mais qui prenait racine dans l'art millénaire, donc sur lequel se rajoute l'art des Cosaques. Il y a beaucoup de choses issues du champ de bataille qui sont venues dedans. Après, du Samos s'est développé différentes branches. Donc le Sambo,
Donc il y a le sambo sportif qui ressemble pas mal à l'adulte ou du judo. Il y avait le sambo au niveau de la police, le sambo militaire, qui était déjà beaucoup plus percutant. Et une branche qui est restée, on va dire, un petit peu secrète pendant la guerre froide, qui était la plus utilisée par les services secrets et les forces spéciales, qui était le Systema. Donc par rapport donc après bon bah ça s'est ouvert, ça s'est démocratisé. C'est beaucoup Vladimir Vassiliev qui a permis, on va dire, l'essor de ça, parce que de par sa personnalité, de par le côté visuel de sa pratique, ça commence à attirer pas mal de personnes. Donc par rapport au Systema Ryabko, il faut savoir qu'il y a une branche, ça provient aussi de pratiques, notamment spirituelles, qui sont profondément liées à la foi orthodoxe. Effectivement, ça on n'en parle pas beaucoup sur le net, on n'en parle pas beaucoup à la pratique. Les Russes, même eux-mêmes, hein, c'est-à-dire quand on va à Moscou, n'en parlent pas parce qu'ils vous bourrent pas le crâne avec. Mais par contre, ça transpire de chaque lieu, ça transpire de chaque geste, c'est vraiment profondément imbriqué. Et il faut savoir aussi qu'il y a des pratiques méditatives qui se rapprochent des pratiques zen, taoïstes, etc., mais qui sont vraiment liées purement à la foi orthodoxe et dans lesquelles on retrouve beaucoup de liens et qui sont hyper intéressants pour développer le côté justement spirituel, connexion, etc. De ce côté-là, Ryabko amène beaucoup ça, et de plus en plus avec le temps, parce que lui c'est pareil, hein, c'était un colonel des forces spéciales russes, et bah, par rapport, de toute façon, souvent les militaires, ils ont besoin à un moment ou un autre d'aller se ressourcer dans la spiritualité. Et c'est vrai que ça, il apporte beaucoup ça à sa pratique. Je prendrai un exemple, hein, moi qui m'a frappé quand j'étais là-bas, c'est-à-dire qu'il arrive, il monte des techniques, il a un chapelet à la main, et tout en montrant les techniques, il égrène son chapelet. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué qu'en fait, la prière lui permettait de se mettre dans l'état d'esprit où sa pratique allait être aussi efficace. Parce qu'il y a un état d'esprit de relâchement, qu'on retrouve dans d'autres disciplines, hein, qui ne sont pas spécifiques au Systema, mais l'outil du Systema, ça va aussi être ça. Donc c'est un art effectivement qui va pas forcément aller chercher la technique, c'est plus un art qui va faire travailler des drills pour se connecter à l'autre, être dans le bon timing, l'adaptation dans la réaction, apprendre à son corps à se relaxer en situation de stress, à trouver les ressources pour s'adapter et survivre. C'est un art où on va apprendre aussi à encaisser, on va apprendre à donner des coups, où on va aussi apprendre à le faire sans méchanceté aussi, parce que c'est aussi ça qui est important dans le Systema Ryabko, c'est de faire juste ce qu'il faut pour neutraliser l'autre, mais sans état de haine, sans état de violence excessive, parce que pour moi la violence c'est pas donner un coup, la violence c'est faire plus que ce qui serait nécessaire. Mais si c'est nécessaire quoi. Il faut bourrer une tasse, quoi. Donc voilà, si je devais résumer un petit peu le Systema, c'est ça, c'est comment, et ça vient aussi de ça à la base, hein, c'est-à-dire que les médecins militaires, ils ont étudié les stress post-traumatiques, etc. Et ils ont trouvé des techniques pour que les gens puissent s'en remettre derrière. Et en fait, après, ils se sont dit, mais ça, on peut déjà l'enseigner à nos soldats à la base. On peut faire en sorte d'éviter qu'ils basculent, j'allais dire, au-delà, comment gérer leur stress, comment gérer leurs émotions. Et par rapport à d'autres arts comme le Krav Maga, qui ont très bien compris aussi qu'en situation de stress, on perdait beaucoup de capacités. Là, le but, c'est pas surintensifier l'adrénaline, c'est au contraire de se calmer pour être lucide et être capable de faire quelque chose. Voilà comment, on peut parler du Systema. On est zen. Et là, la contre-attaque peut se faire d'une manière explosive, parce qu'on est détendu. La vitesse, vous allez l'avoir à partir du moment où vous êtes décontracté. C'est-à-dire que si vos muscles sont déjà contractés, vous ne pouvez pas avoir de vitesse. Alors que si vous êtes décontracté, là vous pouvez en avoir. Donc, c'est une riposte possible. Vous pouvez aussi tout simplement le désarmer. Va rien pour tes zones d'attaque. Donc ici, je suis à l'intérieur. On reste sur les chutes qu'on a vues tout à l'heure. Ici, toujours je suis sur l'intérieur. On peut le désarmer. Donc, suivant votre psychologie, votre mentalité, soit vous êtes très doux, effectivement, vous le faites chuter, ce qu'on a un petit peu fait depuis le départ, soit vous êtes plus incisif, et effectivement, vous attaquez. Il faut juste être dans le bon timing. C'est en train de se développer inévitablement. Hein. D'ailleurs, la France fait partie d'un des pays, j'allais dire, du monde où il y a le plus de pratiques de Systema.
faut le savoir, parce que c'est vrai qu'on a des liens, on a une proximité avec la Russie qui fait que, même historique d'ailleurs, parce que même historiquement, on a un peu tendance à l'oublier, mais on a été beaucoup plus proche de la Russie que des États-Unis. Mais bref, ce petit passage historique passé. Donc effectivement, il y a plusieurs courants. Il y a des fédérations qui se montent, des fédérations françaises. Le système RIAPCO, pour l'instant, n'est pas dans cette optique-là. Donc là, déjà, je vais dire, il n'y a pas de passage de grade en France. C'est-à-dire, pour passer des grades, il faut aller en Russie, sur place, se faire évaluer sur place. Ou lors de stages, soit avec, parce qu'ils sont quand même très en lien tous les deux, soit avec RIAPCO, soit avec Vasiliev. Donc il y a cette possibilité-là avec un système de contrôle continu, où voilà, régulièrement il faut se faire réactualiser. Après, comme malheureusement beaucoup, ça risque effectivement dans les années qui viennent d'avoir des implications fédérales ou autres. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Ça reste encore relativement libre, j'allais dire. Après, disons que sur le principe, c'est assez facile de voir si les gens sont en règle ou pas. C'est-à-dire que moi, typiquement, je suis référencé sur le site du HQ Moscou. Et la plupart des instructeurs européens, c'est le cas aussi. Donc, voilà. On se relâche surtout. Parce que dès qu'on est tendu, on crée des tensions, ça va pas marcher. On se relâche. Un monte, l'autre tire. Voilà. Donc essayez juste cet exercice-là, de sentir vraiment ça, de sentir qu'on travaille sur l'articulation ici, et qu'on est l'équilibre. Ok ? L'idée, c'est vraiment ça, c'est quand au moment de la saisie, je le prends moi. Je prends sa tension et je lui renvoie. Okay. Donc l'idée, on rentre dans quelque chose d'un petit peu plus subtil, mais c'est un principe qui va après être appliqué sur tout. C'est-à-dire que je prends vraiment sa force. Parce qu'en ayant une force neutre, j'allais dire, pas mou, on est dans le même principe que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'est ni trop yin, ni trop yang. C'est-à-dire qu'on a la même tension que lui. Comme on a la même tension que lui, on n'est pas dangereux pour lui, on n'est plus un ennemi. Et là, du coup, on peut lui renvoyer sa tension. Okay. Essayez vraiment de jouer avec ça, c'est plus subtil, on est vraiment dans la connexion l'un à l'autre, mais ça va être un travail qui va être complètement différent. Moi, ce que je suis tombé amoureux aussi au Japon, c'était pareil, hein, c'est de la culture, qui sont très différents. Et le peuple russe, c'est vrai qu'à la base, est assez froid. Mais par contre, une fois qu'on a brisé la glace, c'est complètement différent. Et c'est vrai que, après, quand j'y suis retourné, c'est plus du tout pareil, quoi. Et comment ça s'est passé ? C'était un petit peu dur, hein, quand même, c'est à la dure, hein, parce que effectivement, on s'entraîne là-bas, il n'y a pas de tapis, hein, on chute sur du béton. Quand on nous met des patates, c'est pas des patates pour de faux, c'est des patates pour de vrai. Il y a la barrière de langage aussi, parce que les instructeurs, il y en a très peu qui parlent anglais, hein, la plupart parlent russe. Donc effectivement, ce qu'il y a de bien avec le système, c'est que c'est un art qui est très dans le feeling aussi. Donc effectivement, si on le ressent, on peut apprendre. Et si on n'apprend pas, on se prend une grosse tarte. Donc au bout d'un moment, on l'esquive, hein, parce qu'on n'a pas le choix. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que en fait, au-delà des mots, on arrive à communiquer avec des expressions, des gestes, etc. Et on arrive très bien à se comprendre. Au départ, il faut s'immerger, mais après, une fois qu'on est dedans, ça roule tout seul. Ce qui m'a... l'apprentissage... en fait, c'est un peu comme au Japon, en fait, hein, c'est qu'il y a des cours tous les jours avec différents instructeurs. On s'entraîne 4 à 6 heures par jour, donc en intensif, et puis on avance. Chaque instructeur est très différent, c'est ce qui est intéressant aussi en système. On parlait des différences, c'est que même au sein du système RIAPCO, chaque instructeur a son style défini. Et c'est ce que je dis aussi à mes élèves, c'est-à-dire que moi je vais leur apprendre les principes, mais moi ce que je veux c'est qu'ils développent leur système, dans le sens où c'est son expression. Il y en a qui vont être plus dans la percussion, d'autres qui vont être plus dans les projections, d'autres qui vont être plus dans les clés, ça va être ou certains qui vont être plus sur la défensive, d'autres sur l'offensive. C'est leur personnalité qui se dégage derrière, mais les principes ça sera les mêmes. Voilà. Et donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire que les instructeurs, j'avais des instructeurs, je pense à Lev Ivanov, qui est d'une finesse, mais juste exceptionnelle, où d'un doigt, il va juste toucher tes tensions, il te fait quelque chose de pas violent du tout, tu vas te retrouver au sol, t'as même pas compris pourquoi, c'est même frustrant, tu dis non, je vais réessayer, non, mais c'est hyper fin dans la gestion de tes tensions, etc. Et t'en as qui vont avoir une excellente gestion, pareil, hein, des tensions, des équilibres, etc. Mais par contre, qui vont te mettre des taquets, mais des bons taquets à la russe, et
Et ça fait du bien. Voilà, parce qu'on fait quand même du martial, on n'est pas là pour se chatouiller non plus, donc ça fait du bien aussi d'avoir ça. Donc on se baigne là-dedans. Moi, quand j'étais en Russie, voilà, je m'entraînais 4-6 heures par jour. Pendant que je posais, je prenais des bouquins de Komarov et j'étudiais les bouquins de Komarov. Donc on est baigné dedans, on est baigné dans la culture. Et c'est pareil, parce que c'est important de comprendre aussi la culture. Parce que chaque art martial, si on ne comprend pas le peuple, comment ça a été créé, quand ça a été créé, pourquoi ça a été créé, et la façon de penser et de s'exprimer du peuple, on passe à côté de tout. On voit que des gestes, et les gestes, on ne les comprend pas. Et je pense que ça, c'est important aussi. Et tout autant que d'être à la source, parce que du coup, effectivement, on évite les enseignements parasites, on évite les... et puis bon, on se fait corriger sur les erreurs. Après, par contre, ce qu'il y a de bien aussi, ce qu'il faut comprendre, si ça donne envie à des gens d'aller un petit peu travailler, étudier à l'étranger, c'est que visez pas direct le grand maître. Parce que le grand maître, il a un niveau de pratique, un niveau de maîtrise qu'on ne comprend pas forcément. Je vais prendre l'exemple au Japon. Le premier cours que j'ai fait avec Atsumi, je comprenais rien. Mais rien. En plus, Atsumi montrait technique une fois, il y a 100 personnes, débrouille-toi. Je comprenais pas. Et par contre, je travaillais avec ces principaux d'Ashian, par exemple Shirashiji Sensei. On faisait des cours, c'était limite des cours particuliers. Il y avait moi, Bernard et un autre sensei. On était 4. Et là, il passait du temps avec nous, à nous faire ressentir les trucs, à nous expliquer, etc. Et là, ça permet de commencer à comprendre la finesse du travail d'Atsumi. Mais oui, après, je comprenais mieux. Mais et ce que je déplorais un petit peu, ce qui est dommage, c'est que les gens allaient que pour voir Atsumi et travaillaient pas avec les autres. Ils ne pouvaient pas apprendre, c'est pas possible. En Russie, c'est pareil. C'est-à-dire que si on passe pas son temps à travailler aussi avec les Ivanov, je pense il y avait qui, Artem Yusov, qui lui est un petit peu plus bourrin, mais ça m'a beaucoup appris aussi. On peut pas comprendre la finesse de Ryabko, c'est pas possible. Et on va dire, c'est un petit peu un travail aussi à faire sur notre ego, c'est-à-dire que il faut un peu avoir l'humilité de comprendre qu'on n'a pas le niveau forcément de travailler tout de suite avec le grand maître. C'est important aussi. C'est-à-dire que très souvent, quand on résiste à un endroit, on crée une tension, on crée une force. Donc il suffit tout simplement d'aller à l'opposé, et on va à l'endroit de sa force. Donc jouer, en plus de l'exercice précédent, sur ce type de rotation. Toujours sur les angles, toujours, cette fois-ci, en essayant de bouger un petit peu. Et si vous sentez que votre partenaire a une tension, tout simplement, vous basculez à l'opposé. Ça fait une croix. Donc on bascule à l'opposé et ça tombe. Merci. C'est un gars qui est extrêmement humain, chaleureux, et c'est ce qui est hyper efficace aussi. C'est-à-dire que par exemple, il y a certaines choses où des gens voient du no-touch. Ils ont l'impression que c'est du no-touch. C'est pas du no-touch. C'est-à-dire qu'effectivement, il va être pile poil dans le timing, au moment où il faut, et il s'arrête pas. C'est-à-dire que si celui qui va pour l'attaquer, il continue sans geste, il se prend une patate phénoménale et il va voler. C'est pour ça qu'effectivement, les gens, ils arrivent, ils voient le truc qui arrive, ils tombent. Mais c'est pas parce que c'est du no-touch magique avec un machin. C'est juste que s'ils continuent, ils se prennent une patate et ils vont être défoncés. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faut vivre pour comprendre. Et c'est pareil, c'est-à-dire que quand ils contrôlent vraiment, parce qu'en fait un équilibre c'est instable, quand ils contrôlent du bout des doigts un équilibre, mais d'une manière tellement subtile que sur une vidéo ça se voit pas, si on le voit en vidéo, on comprend pas. S'il le fait sur nous, je dis merde, pourtant j'ai résisté, je peux pas, c'est impossible, j'arrive pas à reprendre mon équilibre, je tombe. Parce que voilà, il faut y aller. Mais c'est comme, j'allais dire, on en revient à la même chose. C'est comme avec Bernal, quand il montre un point de Kyusho où les gens ils touchent à peine, avec le gars il est KO, il dit non, c'est pas possible. Qu'ils viennent au stage. Qu'ils voient, c'est pareil. Il faut pratiquer. On peut pas critiquer si on n'a pas pratiqué. Et de toute façon, quand on a pratiqué, on critique plus. Donc voilà. C'est-à-dire, c'est juste se rendre compte de comment je peux contrôler la lame, comment je peux avoir l'information. Donc je mets le moins de présence possible. Voilà. Ça, ils le font en Russie. Atsumi le fait aussi. Atsumi au Japon, il met un doigt, lui. Il fait comme ça. Il contrôle avec un doigt. Donc, l'idée, c'est ça. C'est juste, voilà. Je reste en contact. Si je peux, je reste en contact parce que je veux le gêner. Et si je le gêne, après, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc, jouer à ça, juste, voilà. Voilà, changer de main, doucement. Voilà, changer de main. Et après, une fois que vous sentez de faire quelque chose, faites quelque chose. Voilà, peu importe.
Mais, donc pareil, ça peut être une clé, ça peut être quelque chose de plus explosif. Le principe, c'est ça. C'est j'absorbe et comment je peux gérer le couteau. Voilà. Il faut être en contact. Voilà. Et après, effectivement, on peut jouer avec le plat de la lame et on peut le prendre. Moi, j'ai jamais eu, on va dire, de soucis à taper sur un gars, parce qu'un gars, voilà, on est entre bonhommes, on se tape dessus, puis je fais ça depuis que je suis gamin, donc voilà. J'ai pas de blocage psychologique sur ça. Mais par contre, sur les femmes, c'est plus difficile. Mais une femme est une pratiquante aussi. Et en Russie, quand je travaille avec des femmes, si je leur rentre pas dedans, je me fais engueuler. Parce que les nanas, elles sont là pour apprendre à se défendre, sur un bonhomme qui rentre vraiment. Et du coup, si entre guillemets, je suis un peu trop gentil avec elles, elles travaillent pas. Et puis les Russes, si elles viennent, c'est pour travailler, hein, c'est pas pour se faire montrer dans un dojo, hein, c'est qu'elles veulent vraiment bosser. Et donc ça, c'est petit détail, on va dire, par rapport à ça. Et oui, on se prend des patates pas possible, parce que le but, c'est aussi apprendre à se restaurer. Il y a une grosse partie de la pratique aussi du système, c'est de savoir, parce qu'en fait, on parle toujours de structure. La structure, on pense souvent à l'équilibre physique, mais la structure, elle est avant tout là-dedans. C'est-à-dire que si on se prend une patate, si on a très mal, si on est surpris, il va falloir avant tout retrouver sa structure mentale pour être capable de faire quelque chose, de réagir et de survivre. Et ça, beaucoup de drills en système travaillent sur ça. Et pour ne pas avoir peur de se prendre une patate, il faut en prendre l'entraînement. Parce que sinon, effectivement, le jour où on s'en prend une dans la rue, on est tout « Oh mince, ça fait mal ». Bah oui, c'est à l'entraînement qu'il fallait te les prendre, mon gars. Donc effectivement, et la percussion, j'allais dire que ce soit en système ou dans n'importe quel art martial, elle est importante. Parce que si on se chatouille, on fait de la danse, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc on va utiliser sa peur. C'est-à-dire que là, on a peur. C'est-à-dire que je suis explosif. J'ai pas eu le temps de voir venir. Je ressens ma peur et je la renvoie sur mon agresseur. Vraiment, essayer de sentir ça. J'ai peur, qu'est-ce qui se passe en moi? Et ce machin-là, j'en profite, je le renvoie sur lui. Je suis explosif. Donc, voilà. Essayez vraiment de jouer le jeu, de ressentir cette peur, d'accepter cette peur et de la rebalancer sur lui. Donc là, pareil, j'ai peur et je rejette ça sur lui. Voilà, de manière explosive. Ma peur, je la garde pas en moi. Je la rejette. Là, on est dans l'urgence, on est dans ce qui est le plus facile, entre guillemets, le plus explosif. Après, on va travailler d'autres manières de le faire. Mais j'ai peur et je le rejette sur lui. Quand j'étais au Japon, effectivement, même chez beaucoup de Daishian, j'ai encore retrouvé, bon, c'était quand même pas du tout ce que j'ai vu en France, sauf avec Bernard, il y avait encore quand même beaucoup de mouvements un peu encore saccadés. Atsumi, pas du tout. Atsumi, c'est une ombre, il se déplace, il glisse, il est toujours au bon endroit au bon moment, il disparaît, il contrôle les gens avec un doigt, et pareil, on est dans le contrôle de l'équilibre, de la balance. Et quand j'ai vu Atsumi aussi, on dirait du système A. Et effectivement, j'ai trouvé énormément de points communs, c'est-à-dire qu'après, quand je suis allé en Russie, quelque part, parce que j'adorais, moi j'aurais fait du nin comme j'ai fait au Japon avec Atsumi, je continuais là-dedans. C'est parce que c'était vraiment, et puis Atsumi pour moi au niveau hygiène de vie, au niveau pratique, c'est le top du top. Et en fait, quand je suis arrivé en Russie, tous les exercices et les drills qu'ils proposaient, je me disais, mais en fait, ça permet de travailler ce que j'avais envie de travailler au Japon. Parce qu'en fait, c'est la même chose. On travaille, on parlait du saki, on travaille sur l'équilibre du corps, la balance, on travaille sur... et en même temps, ça allait encore au-delà sur certaines choses. Donc oui, j'ai trouvé plein de points communs, mais en même temps, j'allais dire, comme dans mes autres pratiques aussi. Parce que ce que je parlais au début, donc avec Serge Nguyen, sa manière de travailler, sa manière dont il avait développé son art, je retrouvais les frappes lourdes que j'ai trouvées au système A, la gestion des axes, la gestion du timing, la gestion de la pertinence aussi d'une technique, c'est-à-dire qu'effectivement les Russes sont très pertinents, mais avec Maître Serge, c'était déjà le cas. Et en fait, je retrouve beaucoup de liens, et j'allais dire, moi c'est un petit peu mon travail aujourd'hui, c'est de me dire comment tout en restant dans ces principes du système A, je peux faire le lien entre ces pratiques que j'ai, et j'allais dire, pour mon travail personnel, parce que les élèves qui viennent chez moi, ils veulent faire du système A, donc je leur montre du système A, je mets de côté le reste. Sauf des fois, entre guillemets, obtus plus méritants, je leur donne un petit quelque chose en plus, mais je leur dis, ça c'est pas du système A, mais c'est ça, c'est Shirashi Sensei qui m'a montré, ça c'est Noguchi, ça c'était Maître Serge. Je leur dis, parce que ça m'appartient pas, c'est pas moi qui suis machin, c'est ces gens-là qui me l'ont transmis. Et puis en même temps, ça me permet d'avoir, on va dire aussi une vérité, c'est-à-dire pour moi c'est important, c'est s'ils viennent faire du système A, si je leur montre autre chose, il faut que je leur explique que c'est pas du système A.
Voilà, c'est les petits plus que j'aime bien donner, qu'après que moi je travaille surtout pour moi à titre personnel parce que je veux faire qu'un de toutes ces pratiques, mais que je vais pas forcément montrer à la salle parce que voilà. Vraiment, on disparaît. On essaye d'imaginer que on disparaît et qu'on est uniquement le mur qui est derrière. Vas-y. Vas-y, tu fais les deux. Différent. Voilà. On absorbe la pression. Voilà, on laisse rentrer, le mur est derrière. On essaye de se relâcher. C'est un travail pour vous, vous relâchez. Et lui, c'est un très bon travail aussi pour lui parce que du coup, ça le fait positionner son point. C'est-à-dire quand on frappe quelqu'un, on a l'habitude de frapper dans le vide ou n'importe quoi, on n'a pas forcément la sensation d'un corps. Des QN, des katas, j'en ai bouffé des années. Il y a beaucoup de choses intéressantes à en prendre. C'est vrai qu'il y a justement, c'est intéressant d'en parler aussi parce que on voit parfois cette opposition, travail traditionnel, travail... alors qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'opposition, c'est juste des outils différents et après, il faut savoir en prendre ce qui doit en être pris. Mais bon, bref. Donc... moi j'avais plus ce besoin de sortir des katas, on va dire. De sortir des katas. Il se trouvait qu'en Viet Vo Dao, effectivement, ce que je faisais avec Maître Serge, c'était ce que j'aimais faire. Parce que là, c'était pas des katas, c'était du concret. Puis on avait beaucoup de discussions aussi, c'est-à-dire qu'il avait un enseignement qui était très aussi oral. Et il m'a aidé sur beaucoup de choses de la vie par rapport à des choses qu'il m'expliquait. Mais c'est vrai que le côté kata m'a tiré de moins en moins. J'en ai bouffé pendant 25 ans. Je les connaissais en long, en large, en travers, etc. Alors je dis pas que j'en avais tout tiré ce que je pouvais en tirer, hein, parce qu'il y avait certainement beaucoup d'autres choses à en tirer, mais en tout cas, moi, ça me convenait plus. Et ce qui m'a tiré, c'était ces autres choses, effectivement, que j'ai découvert au Japon, que j'ai découvert en Russie, et où là, je me suis dit, ça me correspond. C'est-à-dire qu'effectivement, faire une technique hyper jolie, hyper machin, etc., mais que dans le cadre de l'action, sous le stress, parce qu'on n'a pas compris qu'il fallait déséquilibrer la personne avant, ou n'importe quoi, elle passera pas, je vois aucun intérêt. Par contre, effectivement, tout ce qu'il y a avant, mais c'est un petit peu ce qui se piquait de Lionel Froidier dans un de ses stages qu'il avait appris aux Philippines, c'est qu'il y avait un maître qui lui avait expliqué que voilà, tout ce que tu fais c'est très bien, mais il faut travailler l'avant et jusqu'au moment du contact. Et en fait, ça je l'ai trouvé en in et au système. Et c'est ça qui m'intéresse parce qu'en fait, pour moi, c'est plus pertinent. Et effectivement, j'ai la chance, on va dire, d'avoir une grosse pratique tradie d'avant, donc j'ai pas ce besoin de technique parce que j'en ai vu pendant des années plein. Par contre, j'avais ce besoin de pertinence, de connexion à l'autre, de sentir son équilibre, de savoir jouer avec son équilibre physique ou psychique d'ailleurs aussi. Quand on rentre une team, comment la rentrer, comment la recevoir, comment récupérer du technique, comment si je suis dans une situation que je maîtrise pas, réussir quand même à m'en sortir. C'est ça qui m'a intéressé, c'est ça que j'ai trouvé au Systema et aussi au Nin d'ailleurs. Si vous êtes dans la tension, lui va être dans la tension, vous allez être dans le combat. Alors que si vous vous relâchez, c'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre qu'une personne, un agresseur, s'appuie sur vos tensions. À partir du moment où vous n'avez plus de tension, vous disparaissez, lui déjà se relâche, il n'a plus d'appui. Donc il faut vraiment, on va pas exercer ça, il faut vraiment que vous le sentiez, ici, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je prends cette tension. Et tout ça, ça fait un moment déjà que j'avais ce besoin de me dire détruire c'est bien, mais j'ai envie de savoir aussi soigner. Et par connaissance, parce qu'on avait sympathisé lors de stages, etc., je me suis dit, ils font du shiatsu, pourquoi pas essayer? Et en fait, ça m'a fait rentrer dans un autre univers qui, en fait, a rajouté des briques. Parce qu'en fait, moi, je pense un peu que la pratique martiale, c'est ça, c'est des petites briques qu'on rajoute, et en fait, qui, au final, nous fait rendre compte qu'en fait, on parle tous de la même chose, en fait. Et le shiatsu, ça a été ça m'a fait rentrer dans un autre univers que j'ai trouvé passionnant, où ça me faisait ouvrir des portes sur lesquelles j'avais pas d'idées, et en fait, qui au final sont hyper logiques, et qui se complètent les unes les autres. Donc en final, ce que ça m'apporte, c'est que ça va vraiment dans ce sens de ce que je voulais, de ce vers quoi je voulais aller, c'est que savoir détruire c'est bien, mais il faut savoir réparer. Et je vous remercie aussi, parce que du coup, j'ai beaucoup appris aussi au shiatsu, et ça se complète à merveille avec ce que je connais d'autres disciplines. Donc c'est chouette. Donc c'était pareil, j'en avais beaucoup entendu parler, et comme des fois aussi j'avais vu des vidéos,
Voilà. Mais exactement dans la même idée que je vous ai dit, c'est que je ne juge pas, je ne critique pas tant que j'ai pas été voir. Donc je suis venu voir et puis effectivement ça marche, c'est hyper pertinent, hyper efficace, effectivement. Et je me suis dit, moi ça m'a tout de suite percuté, c'est-à-dire que moi je suis un bonhomme, je fais 90 kg, je mets une patate, généralement les mecs ils ont du mal à s'en mettre, mais mes gamines, elles font pas ma taille, elles font pas mon poids, etc. Ça peut être super intéressant que je l'apprenne pour donner à mes gamines. Dans l'idée à la base c'était ça. Et effectivement parce que un petit contact ça suffit quoi. Et ça j'ai trouvé ça. Et ça se mariait tellement bien avec le shiatsu. Puis en même temps, ça même sur le plan énergétique. Il y a Banal fait certains travail sur l'aura et tout. On y croit, on n'y croit pas. Il n'empêche que je travaillais, c'était avec Julia. Donc petit gabarit, petite nana, etc. Les essayer de me faire des points, ça marchait pas. Je ressentais rien. En plus je suis pas très douillet, donc voilà. Donc Jean-Paul, il lui montre un truc, juste chasser l'aura, il me fait le truc. Et là, pof, ça me fait une douleur pas possible. Je dis, mais merde, ça marche vachement bien ce truc-là, quoi. Et donc ça fait ouvrir, désolé pour mon langage, des fois il n'est pas forcément, voilà. Ça ouvre d'autres portes en se disant, voilà, en prouvant que certaines choses marchent par l'expérimentation. Et c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que les belles théories, tout ça et tout, c'est bien, à la limite, mais si on voit que ça marche, et bah là, concrètement, ça marche. Donc, vu que ça marche, les feux, on apprend. Donc là, juste on travaille ça. Je me mets dans la position qui va bien. Si je veux, je le désarme. Comment on désarme quelqu'un? Il suffit d'aller sur une de ses mains. Et ça se fait tout seul. Voilà. On rentre à l'intérieur. Pareil, en systéma, le mouvement ne s'arrête jamais. C'est-à-dire, on continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. La main, c'est un fléau. Okay. Pour moi, en fait, toutes les pratiques se dirigent, on va dire, à haut niveau vers la même chose. Et après, c'est juste les outils qui changent pour y arriver. Et c'est vrai que du coup, si j'étais au systéma, c'est parce que les outils me correspondaient mieux et étaient dans le sens de ce que je cherchais moi. Mais quand je reprends Maître Serge Vieux-Vodao, il a des choses qui faisaient que je faisais avec lui, c'était déjà des trucs qu'on voit sur des vidéos de systéma. Donc bien sûr des connexions, il y en a plein. Une autre connexion que j'ai beaucoup trouvée entre Nin et systéma, c'est le fait de ne pas mettre de présence. De ne pas mettre de présence, de ne pas mettre d'agressivité, parce que du coup par rapport à l'agresseur, il va moins sentir, moins repérer ce qu'on va faire. Ça rejoint une des vidéos que tu avais fait d'ailleurs qui devient invisible. On ne téléphone pas pour... voilà. C'est exactement ça. Et effectivement, du coup, c'est un lien qu'il y a dans plusieurs arts martiaux, c'est-à-dire que, et même stratégiquement parlant, c'est-à-dire c'est l'art de la guerre, tout simplement. C'est-à-dire pour arriver à être efficace, il faut être le moins visible possible, le moins prévisible possible. Après, il va y avoir différents outils pour ce faire. Mais c'est un lien qui est partout. Voilà. Mais effectivement, après, les techniques vont pas forcément être les mêmes, les outils vont pas forcément être les mêmes, mais au final, à haut niveau, Serge Nguyen, il avait pas... Enfin, on appelle ça pas de forme, mais il y avait pas de forme visible. Hatsumi, c'est un fantôme, quoi. Tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas où il est. En Russie, c'est pareil. Ryabko, il paraît tellement gentil, tellement sympathique, etc. Tu sens pas ce qu'il va te faire. Et effectivement, tu vas faire un vol de 3 mètres où je parle pareil de son fils. Il va te faire un tout petit coup, tu as l'impression que c'est tout gentil, tu as l'impression qu'il y a une masse de 10 kilos qui te tombe sur le poids de la poitrine, quoi. Donc, mais ça revient à la même chose en fait, c'est parce que c'est invisible, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Et comme on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus, voilà, ça envoie. L'idée c'est ça, c'est qu'à chaque fois, en plus sur les bâtons, c'est relativement facile parce qu'il y a une grande distance, on peut faire plein de choses avec. Donc toujours pareil, donc soit vous en profitez d'un, voilà, pour contrer l'autre, soit vous gérez vite, vous profitez pour après gérer le partenaire. Mais dans l'idée, c'est exactement le même exercice qu'on a fait tout à l'heure. Tous les jours, je fais des trucs, mais ça va être un coup de pied, ça va être une frappe lourde parce que j'ai envie de travailler la frappe lourde, ça va être des étirements, ça va être en fonction du feeling du moment. Par contre, ce que je fais beaucoup, c'est les respirations. Que je lis aussi avec la pratique du Wim Hof, comme je pratique aussi la méthode Wim Hof, et qui, pareil, où j'ai trouvé beaucoup de connexions avec le systéma aussi. C'est vrai que ça, je le pratique très régulièrement, parce que ça m'aide et au quotidien, et aussi parce que j'ai un boulot qui est très stressant, donc aussi pour évacuer le stress par la respiration. On va prendre un petit peu d'espace, on va travailler ce que j'ai fait le relevé de buste. Voilà. Je vais essayer de vous faire sentir quelque chose dessus. Voilà. On va venir derrière, vous allez rester, on va le faire une dizaine de fois, pareil. Sur la 10e, on va rester. Pourquoi? Parce que dans cette position, on a les poumons qui sont contractés. On respire beaucoup moins. Dans cette position-là, donc, on va commencer à créer une détresse vitale.
détresse de souffle. On a deux optiques. On va commencer. Soit on fait des inspirations très courtes, explosives, pour compenser, ou soit alors, ce qui se fait beaucoup aussi dans les arts martiaux, on essaie de respirer avec le ventre. Parce que le fait, dans cette position-là, on est obligé de le sentir, c'est de respirer avec son ventre, on baisse les poumons, et donc ça permet d'augmenter la capacité pulmonaire qui est compressée justement par cet exercice-là. Parce qu'effectivement, moi j'ai eu beaucoup de pratiques différentes, mais je pense que c'est indispensable d'avoir au moins une base solide dans une discipline. Parce que si on ne l'a pas, avant d'aller ailleurs, on va faire que papillonner, on ne comprendra rien à ce qu'on a vu. Donc c'est hyper important d'avoir au moins une base solide et importante pour être capable de goûter, d'apprécier ce qu'on va voir ailleurs, parce que sinon on ne sera pas capable et ça serait dommage. Donc déjà de s'accrocher, voilà, de s'accrocher dans une discipline, quelle qu'elle soit, hein, celle qui convient. Après, si on a envie d'aller goûter ailleurs, ça va permettre de découvrir qu'il y a peut-être autre chose qui nous convient mieux, mais au moins on va être capable de le comprendre. Ça, et puis bien sûr travailler de croire en ses rêves. Hein. J'allais dire, moi j'étais au Japon, en Russie, tout le monde peut le faire. Hein. Après, il faut juste s'accrocher, il faut juste le faire. Et effectivement, la première année, quand on m'a proposé, il y en a plein qui auraient dit « Ah bah non, j'ai pas d'argent, je peux pas, comment je vais faire, etc. » Moi j'ai dit oui tout de suite, je vais m'emmerder, je trouve une solution. Et puis après, voilà, si on a un rêve, tous les jours, on fait quelque chose pour aller vers ce rêve, et on va y arriver. Donc voilà, bosser.